je vais vous présenter qu'est-ce qu'une étoile évolutive. Alors, c'est une méthode de connaissance de soi qui prend en compte l'identité et la date de naissance d'un individu pour rentrer en résonance avec son plan d'incarnation. Affiché à l'écran, voilà, vous voyez sur la droite, eh bien, le dessin d'une étoile évolutive. Donc, comme vous le remarquez, avec l'étoile, nous sommes dans un langage tarot. Au cours des explications, apparaîtront en plein écran les arcanes de tarot et vous remarquerez que c'est le tarot de Marseille revisité par une artiste, puisque comme nous sommes, Catherine et moi, quand même, avant tout deux astrologues, eh bien, nous avons voulu nous offrir le Il y a quelque chose qui est resté Le bloqué. privilège. Ah, j'entends plus Nathalie, mais… Il y a visiblement un problème de connexion Internet. Est-ce que moi ça marche? Moi, je sais. Nathalie, Catherine, on t'entend plus. Catherine, est-ce Oui. que tu pourrais prendre Catherine, le ça relais le marche. temps que Nathalie? Pardon? Est-ce que Oui. tu peux pourrais prendre le reprendre relais la le main temps que Nathalie puisqu'on revienne? n'entend plus Nathalie? Bon, je vais prendre la main. Elle me pardonnera. Si vous m'entendez plus, vous me le dites. Donc, on a mis au point un système qui va un petit peu… On va vous parler astrologie parce que c'est notre langage commun ce soir et on va comparer avec deux exemples concrets de personnalité, les thèmes astral et l'étoile évolutive. Vous allez voir ce que disait Nathalie, c'est qu'on a utilisé, c'est un tarot de Marseille, mais qu'une artiste de l'Ain nous a revisité, si on veut, plus au goût de Nathalie, en incluant des sigles, des glyphes astrologiques. Donc, on va afficher, ça s'appelle des postes. Il y a 17 emplacements différents qui sont élaborés à partir de la date de naissance, c'est le tour de l'étoile, et au centre, on appelle ça la colonne de lumière, qui correspond aux 7 chakras et qui vont correspondre au nom et au prénom, enfin surtout le prénom et le nom de naissance. Donc pour les dames, on prend le nom de jeune fille, c'est le nom qui apparaît à l'état civil. On va faire nos calculs avec cette table assez connue, 1A, 2B, etc., pour arriver à un chiffre qui va jusqu'à 22, les 22 arcanes majeures. On a élaboré un peu par intuition et en travaillant ensemble les emplacements qui nous paraissaient correspondre aux arcanes. Et c'est surtout un outil de connaissance de soi qui aura de multiples applications. On va vous en montrer quelques-unes, mais par exemple, alors on peut annualiser son étoile avec ces 2 postes qui changent tous les ans. On peut parler de transgénérationnel et de karmique. Ceci, c'est par exemple le poste 3. Poste 1, nos talents. Poste 2, si on veut nos défauts, mais qu'on va transformer pour en faire une merveille, si on veut. Ici, on a le lien transgénérationnel, l'affiliation par le nom du père et la façon dont on peut améliorer notre lignée, notre vocation professionnelle, ce à quoi on aspire, ici ce qu'on est réellement, ici ce qu'on doit conscientiser. Je continue, je vais très rapidement, là on ne va pas vous noyer sous la technique parce que ce serait trop ennuyeux. Là c'est la façon dont on va communiquer, comment on va se dégager de sa lignée pour montrer son génie inventif, et toutes les postes sont en analogie avec les nombres des arcanes. Par exemple, le génie inventif du poste 15 va nous parler du diable. Vous voyez, comme en astrologie, il y a une analogie entre Mars et le bélier. Ici, il y aura une analogie entre le poste et l'arcane considéré. Ici, c'est l'arcane qu'on aura à revendre, la qualité qu'on va donner et qu'on va récupérer au centuple, donc je l'appelle le poste à revendre, la façon dont on se relie au divin, et enfin ce que Dieu vous offre, ou quand tout est fichu, qu'est-ce que finalement on reçoit de l'univers. Voici en très gros la façon dont les arcanes vont s'afficher sur les postes et raconter soit l'histoire d'une vie, soit les tendances. Et dans nos 3 livres, on analyse les façons d'appliquer cet arcane. On a également élaboré
ça c'est dans le premier livre, une analogie entre les arcanes, les 22 arcanes et les fleurs de Bach. Et on s'aperçoit, et ça c'est extraordinaire, on ne sait pas pourquoi, mais c'est la magie des fleurs de Bach et la magie du tarot. Je prends l'exemple de l'arche, le mélèze, qui est la fleur de Bach pour la confiance en soi. Elle a le numéro 19 dans la liste d'Édouard Bach, eh bien, elle va correspondre, et c'est la vérité, au soleil, c'est-à-dire la confiance en soi. Et on s'est aperçu, là on n'a que la moitié à peu près la moitié des fleurs, mais nous avons une diagonale comme ça, où chaque numéro d'arcane correspond au numéro, alors que ce sont les noms en anglais, c'est assez curieux, mais ça correspond. Et puis alors au fur et à mesure de nos études, sur les clics, on s'est aperçu, parce qu'on a élaboré des protocoles de soins aussi, avec les arcanes et les fleurs. Donc selon l'emplacement des arcanes et le problématique de la personne, on va pouvoir indiquer avec les arcanes quelle fleur soulagerait telle ou telle chose. Ça c'est l'axe soin de l'étoile évolutive. Alors, nous avons 2 exemples de cas concrets à vous montrer. Je vais commencer, donc ça aurait dû être, on aurait dû vous faire que ce soit quelqu'un d'autre, mais donc je continue. Je vais vous parler d'Anne Moreau-Lindbergh. Elle est connue, Anne Lindbergh, d'abord elle est l'épouse de Charles Lindbergh, et puis elle est pionnière de l'aviation, et enfin c'est un écrivain très connu aux États-Unis et très apprécié. Alors, elle a un thème, on peut l'utiliser dans les écoles d'astrologie, et son étoile évolutive de la même façon, c'est pour ça que je l'ai choisie, parce qu'elle est parfaitement archétypique. Comme vous voyez, elle a 5 planètes en Cancer, elle est née le 22 juin 1906, donc née le 22 juin, elle a le soleil, ce qu'on appelle sur le point bélier, c'est-à-dire 0 d'un signe cardinal. Ça va lui donner la niaque. Et puis, c'est une personne extrêmement qui va avoir toutes les énergies Cancer, de Soleil, Mars, Lune, cette très puissante Lune, Neptune et Mercure, tout ça en Cancer. C'est assez paradoxal pour ces thèmes que je dirais inversés, c'est-à-dire que toutes ces énergies Cancer se retrouvent là-haut, devant le public. D'habitude, le Cancer préfère la discrétion, la modestie, rester chez lui, la sécurité, sa vie émotionnelle, sa vie intime. C'est son cas. Malheureusement, ce sera une exposition publique, dans son cas subie. Et on va voir pourquoi. Donc, cette très puissante lune qu'on trouve dans le thème astral, puisqu'elle est chez elle et elle maîtrise toutes ces planètes, on va regarder, et dans l'étoile évolutive, nous en trouvons au moins 3. Ces 2 postes, j'en ai pas parlé, ce sont les postes qui permettent d'annualiser l'étoile, donc j'en parlerai plus tard. Elle a 3 étoiles. C'est-à-dire qu'elle aura, alors l'étoile, je vous les montre en gros parce qu'on ne voit pas très bien, donc voici une étoile redessinée par notre artiste, on voit la vie subconsciente, émotionnelle, la rêverie, l'imaginaire. Elle en a à revendre, son rôle de mère pour la lune va être mis à mal, on va voir pourquoi, et lorsqu'elle voudra se relier au divin, à plus auquel ce sera par le rêve et l'imaginaire. Ici, elle a une papesse sur un poste qui est assez difficile, qu'il faut conscientiser. Voici sa papesse. La papesse, c'est les choses cachées. Lorsqu'on est natif du signe du Cancer, on aime sa vie privée. D'autre part, j'ai oublié de vous dire qu'elle est aussi ascendant Vierge. Et son maître d'ascendant, Mercure, est aussi en Cancer. Donc cet écrivain va écrire sur sa vie familiale, va écrire des choses intimes et toujours dans la modestie, dans le retrait. C'est quelqu'un qui n'aime pas voir sa vie exposée au public. Lorsque la papesse a ce poste où il faut conscientiser ce qu'on peut faire, va lui montrer qu'on peut dévoiler des secrets. Et elle va pouvoir écrire, comme la papesse qui écrit, et elle est fondamentalement au poste 9, c'est l'équivalent du soleil dans le thème astral, elle est fondamentalement un jugement. Le jugement, dans les arcanes, c'est celui qui va réveiller les consciences endormies, celui qui va proclamer. D'habitude, il a un plus grand corps COR que ça, le jugement, dans le tarot de Marseille. Donc, c'est quelqu'un qui a envie, qui a besoin de parler et de proclamer sa vérité, lorsque la papesse, si on veut, lui en a donné l'autorisation. D'ailleurs, on remarque dans son thème astral,
Les planètes qui maîtrisent les maisons transgénérationnelles, les maisons du secret de famille, les maisons du tabou, les houses of endings, des maisons de fin, FIN, c'est-à-dire la 4, la 8, la 12, Jupiter, Mars et le Soleil, ces maisons du secret, du chez-soi, de la filiation, etc., se retrouvent toutes les trois en maison 10. Donc, elle va parler de ça, des choses extrêmement privées. Vous avez certainement eu l'œil attiré par cette opposition d'Uranus. Uranus qui est tout seul, qui nous montre, on voit bien peut-être un foyer explosé, un foyer avec des turbulences, et puis cette opposition, alors à la fois au Soleil, à Mars, à la Lune, enfin toutes ces planètes, jusqu'à Neptune, même Mercure, c'est quelqu'un qui veut se démarquer, qui veut être libre, voire rebelle, qui veut mettre sa marque à elle, rien qu'à elle. Est-ce qu'on retrouve la même chose dans son étoile? Eh bien, ce qui est très remarquable dans cette étoile, c'est que nous n'avons pas moins de 6 roues de fortune. Il y en a même une 7e, mais c'est pour une année. Il y a 6 roues de fortune. C'est assez rare d'avoir un nombre pareil de la même arcane sur une étoile. Par exemple, Victor Hugo a 6 amoureux. Bon, ben, c'est tout à fait exceptionnel. Alors, cette roue de fortune, c'est pour innover, pour faire du neuf, pour faire tourner la roue de la vie, pour être un précurseur dans sa vie. Alors, je vais vous raconter sa vie à la lumière de son thème et de son étoile. À 17 ans déjà, elle ne voulait pas aller à l'université de Smith College où sont allées sa mère et sa sœur. Je ne sais pas si je vous ai dit, peut-être que j'ai oublié, c'était une famille aisée américaine assez en vue. Donc, à cette époque, en 1920-1930, les jeunes filles vont à l'université pour trouver un bon mari et ensuite mènent une vie rangée. Eh bien, elle ne veut pas aller à la même université où sont allées ses sœurs et elle veut aller à Vassar. Et elle écrit « Je veux quelque chose de différent, de complètement indépendant, en dehors du chemin tracé par ma mère et ma sœur. » Et, n'est-ce pas, vraiment, c'est Uranus en maison 4. On le voit dans son étoile. Elle a cette roue de fortune en 3. Elle est venue, ça c'est pourquoi elle est venue. Elle est venue pour innover. Ce qu'elle va faire avec talent, elle va communiquer de façon très originale. Elle va aussi transformer, tâcher de transformer avec cette roue de fortune. Elle va inverser et couper le lien. Ça c'est l'arcane qu'on trouve avec le nom de famille, c'est vraiment la marque patriarcale. Elle va essayer de couper ce nœud du pendu. Le pendu, c'est toute l'histoire généalogique avec les lignées paternelles et maternelles. Donc la roue de fortune va essayer d'inverser ce pendu. Et vous remarquez que la roue de fortune et le pendu sont, on appelle ça des champs magnétiques, c'est-à-dire que leur addition fait 22. Donc ils marchent ensemble. Donc cette roue de fortune marche comme ça. Elle a aussi, alors dans son étoile, elle a une roue de fortune, un autre poste difficile en plus de la papesse, c'est on appelle ça le trésor caché, c'est quelque chose qu'il faut travailler pour ensuite en bénéficier. C'est-à-dire qu'elle est bloquée dans sa très bonne éducation et dans sa très grande timidité. Ça va bien avec son ascendant vierge et le cancer. Donc, ce n'est pas une rebelle, une révolutionnaire qui va tout bouleverser. Pas du tout. Il faut déjà qu'elle s'en donne les droits et qu'elle ose avancer. Alors, on va voir en effet que sa vie va être sujet à soubresaut. Donc son père est ambassadeur à Mexico, déjà vous voyez la famille, elle est obligée d'avoir une vie mondaine, d'aller à des bals, de recevoir énormément, et elle dit, moi je préfère regarder et écouter que parler. En plus, ma sœur, par exemple, mes sœurs sont plus belles, beaucoup plus intelligentes, plus extraverties, elles ont des choses intéressantes à dire. Moi, j'ai rien à dire, je préfère écouter. C'est vraiment le cancer et la Vierge. Or, le grand héros de l'Amérique, on peut dire le héros planétaire, Charles Lindbergh, qui vient de relier New York au Bourget à Paris, en solitaire, tout seul en 36 heures, vient visiter l'ambassade du Mexico. Et il va épouser Anne Lindbergh, là derrière c'est son cockpit, et il va l'initier à l'aéronautique. La voici avec son casque. Donc, premier bouleversement et première indication dans son étoile, elle va devenir une pionnière de l'aviation avec son mari Lindbergh. Tous les deux,
elle n'est pas juste la femme Lindbergh, en elle-même, elle est une pionnière de l'aviation et ils vont battre des records de vitesse et de distance. Et elle-même, elle est la première femme à avoir gagné son brevet de vol à voile. Donc, là, on voit bien à quel point ils étaient célèbres. Il y a un timbre à l'effigie de Lindbergh, il est devant son avion, elle est aux commandes. Et puis là, vous voyez la foule au Bourget, enfin, c'est la une de tous les journaux. Ça, de faire la une de tous les journaux comme ça, on le voit dans son thème. Le maître de sa 4 est là-haut. Sa vie privée, son couple est au sud de tout le monde dans les journaux. Et depuis son mariage, depuis qu'elle a commencé à fréquenter Lindbergh, ça a été comme ça. Elle se plaint que c'est absolument insupportable d'avoir les journalistes qui les traquent tout le temps pour faire des photos du héros de l'Amérique. Ça lui est extrêmement pénible. Et elle adore aller dans le ciel parce que là, elle est libre. C'est absolument nouveau, évidemment, pour l'époque. Là-haut, elle est libre. Et d'ailleurs, le maître d'Uranus, c'est Saturne. Saturne, donc c'est sa vie quotidienne qui est lourde à cause, on va dire, des paparazzis. Mais là, il n'y a pas de limite. En Poisson, the sky is the limit. Elle a les limites du ciel. Et elle est très heureuse. Là, elle se sent vraiment libre dans le ciel. Alors, pour continuer sur cet Uranus, c'est la roue de fortune qui va tourner. Ils ont un magnifique bébé blond, Charles Junior, qui est kidnappé, comme vous le savez peut-être, en mars 32, et qu'on retrouve mort, enterré en mai 32. Alors, évidemment, là, la curiosité des journalistes n'arrête plus. On veut une curiosité ici morbide. Hein, Pluton conjoint à Jupiter, tout ce qu'il y a de plus dégueulasse, on peut le mettre dans les journaux. Évidemment, c'est le maître de la 3, donc elle va écrire et avoir du succès comme journaliste, comme écrivain. Mais quand les journalistes vous traquent devant chez vous sans arrêt, ce n'est jamais agréable. Et il y a ce Pluton-là qui vient mettre du moche là-dedans. Alors, donc, ce bébé est mort. On a arrêté le coupable qui était venu une nuit. On a retrouvé l'échelle contre la chambre du bébé. Le bébé a été relevé à 10 h du soir. Alors, ils vont ensuite, pour échapper, il y a le procès, elle est obligée d'aller au procès. Là encore, on regarde sa vie privée. Toute sa vie privée, tout son chagrin, toute sa douleur sont exposés au public. C'est toujours une exposition publique subie. Ils vont vouloir partir en Allemagne pour échapper en 1934, pour échapper à ce harcèlement journalistique. Et si on veut, roue de fortune oblige, tourner la page. Donc là, c'est là qu'on s'occupe de ces deux postes qui sont sur le côté et qui annualisent une étoile. Cette étoile, elle a été faite par logiciel pour l'année de leur départ en Allemagne. Nous avons donc la roue de fortune au poste 8, c'est comme un transit astrologique, maison 10, une année très importante pour la destinée, et c'est une année où les choses bougent, forcément, elle part en Allemagne, et aussi le poste 7, une année de lune, c'est-à-dire de deuil non fait, de renoncement et de chagrin. Ça correspond, elle laisse derrière elle la tombe de son bébé, son foyer américain, sa famille, etc. Cette année-là est très importante parce que lui, il est d'origine suédoise. Et lorsqu'ils arrivent en Allemagne, c'est toujours un héros planétaire. Il est très bien accueilli par les Allemands. Le national-socialisme est en train de grimper et il est parfaitement, tout à fait séduit par l'ordre, l'organisation, la discipline des nazis. Ça, on ne peut pas leur retirer ça, l'ordre et la discipline, ça lui plaît beaucoup. Il reçoit une médaille honorifique et lorsqu'ils vont rentrer quand même en Amérique 3 ans plus tard et que l'Amérique sera en guerre contre l'Allemagne, il va refuser de rendre sa médaille. Et de nouveaux scandales pour elle. De nouveaux scandales et encore on va éplucher leur vie et qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Il ne veut pas rendre la médaille et ce n'est qu'à la fin de la guerre que finalement il sera pro-américain. Alors, ils vont, donc une fois rentrés en Amérique, ils auront 5 enfants, 5 autres enfants, en plus celui qu'elle a perdu. Et voici une partie des livres qu'elle a écrits. C'est un écrivain, hein. Mercure est maître de son milieu du ciel, je vous ai dit. Mercure est maître de son milieu du ciel. Elle a beaucoup de succès comme écrivain. Et avec sa lune noire en œuf et en gémeaux, elle se cache derrière l'écriture et la publication pour parler. Parce que c'est quand même une personne extrêmement réservée, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, elle a écrit, par exemple, Bring Me a Unicorn, c'est Décroche-moi la lune.
Elle écrit sur les vols aéronautiques. Elle écrit Hour of Gold, Hour of Lead. Ça, c'est vraiment la roue de fortune, la roue de la vie qui tourne. Heure d'or, heure de plomb. L'or, c'est quand elle vole avec Lindbergh. Et puis l'heure de plomb, évidemment, c'est quand le bébé est kidnappé. Ce titre-là, Locked Rooms and Open Doors, je trouve que c'est vraiment, ça veut dire chambre verrouillée et portes ouvertes. C'est vraiment le cancer tellement chargé de planètes en maison 10. Hein, chambre fermée et portes ouvertes. C'est vraiment ce paradoxe. Et puis, elle a écrit surtout ce livre qui est plus connu et qui est traduit en français, Solitude face à la mer. Alors là, c'est vraiment son conjonction Mercure-Neptune, un don de la mer. Et elle va parler dans ce livre de sa philosophie de la vie. Elle va expliquer que, alors ici, elle a l'arcane sans nom. Là, et ici, la maison Dieu. Alors, l'arcane sans nom, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le tarot, c'est la recherche d'identité, c'est de faucher, de faire table rase de tout ce qui n'est pas nécessaire pour retrouver l'indispensable, se retrouver authentique, comme son ascendant vierge, se retrouver authentique, se retrouver vrai, se retrouver soi-même. Et lorsqu'il y a eu un désastre avec cette maison Dieu, alors dans d'autres jeux, il y a 2 bonshommes qui s'écroulent, c'est la catastrophe, eh bien, la spiritualité va la sauver. Donc, elle a ces 2 arcanes dans son jeu, et c'est ce dont parle la solitude face à la mer. Elle va nous dire que Uranus, qui est si important, et toutes ses roues de fortune, c'est une mer, là je la cite, une mer dont les enfants sont partis, moyeu creux d'une roue privée de rayons qui tourne autour d'elle, doit se réorienter, retrouver son centre de gravité pour vivre en pleine conscience l'intensité de ses précieux moments de solitude. Lorsque la roue tourne, il y a une force centrifuge qui vous fait fragmenter le quotidien et on est sollicité de toutes parts. Or, elle explique dans la solitude face à la mer, on doit au contraire utiliser la roue, la faire tourner dans l'autre sens et par une force centripète, retrouver son centre et son individuation. Elle en parle sans arrêt dans ce livre et c'est tout à fait miraculeux avec toutes ces roues de fortune et cet Uranus qu'elle a dans son étoile. Vous voyez bien que la roue de fortune n'est rien sans son socle. Il s'agit de rester ferme sur son socle, quels que soient les bouleversements de la vie. Lorsqu'on prend alors, on peut faire jouer les arcanes entre elles, comme on a des aspects en astrologie. Donc, si on retire l'arcane le plus bas, la roue de fortune, de celui qui est le plus haut, l'arcane sans nom, on trouve 3, c'est-à-dire l'impératrice. L'impératrice, c'est celle qui va mettre en mots. Eh bien, Anne Lindbergh, elle a su mettre en mots, exprimer toute la richesse de son imaginaire, toute sa vie bousculée, toutes ses rêveries, tout ce à quoi elle aspirait, elle a su le mettre en mots, c'est son impératrice. Et puis toujours garder son cap, la trajectoire ici de sa vie, c'est une justice. Toujours fidèle à elle-même, sur son socle, elle regarde la réalité en face et elle ne vacille pas. Donc la voici jeune fille aux commandes de l'avion, plus âgée. Et là, c'est un livre de sa fille, de sa dernière fille, parce qu'elle a eu 5 enfants, Rive, qui l'a hébergée lorsqu'elle a eu la maladie d'Alzheimer. Et pour vous dire, comme l'astrologie est curieuse, même après sa mort, donc elle est morte, et Rive a reçu une lettre de jeunes personnes allemandes, enfin des jeunes adultes allemands, qui disaient que les enfants Lindbergh. Eh bien, par-delà la mort, vous voyez, son mari, il est là, c'est Neptune, c'est quelqu'un de fuyant. Lorsque le bébé, le premier enfant a été tué, il est devenu très taciturne, très bougon, il s'en allait souvent, on ne savait pas où il était, et il était beaucoup trop autoritaire avec les enfants, il se fâchait pour un rien, il était devenu très bizarre. Quand les journalistes voulaient l'interviewer, elle ne savait pas où il était.
eh bien, il entretenait donc encore de nouveau ce scandale public et, comme on pourrait dire, presque fouille-merde avec ce Pluton, c'est-à-dire qu'il avait 3 familles adultérines, 2 en Allemagne de 2 sœurs et une en Suisse. C'est-à-dire qu'en tout, il avait 13 enfants, les 5 en Amérique, et encore 3 foyers là-bas. Et il voyait chacun à tour de rôle. Alors, les femmes allemandes et suisses, elles savaient qui il était, mais pas ses enfants. Et un jour, une gamine allemande a dit à sa mère, mais regarde, c'est papa dans Paris Match, enfin l'équivalent. Sa mère n'a pas pu le nier, c'était son père, c'était Lindbergh. Donc, ils se sont tus par pudeur et courtoisie. Et puis, quand elle est morte, ils ont fait faire des tests ADN et ils sont venus pour être reconnus comme enfants Lindbergh. Donc, il y a eu, même par-delà la mort, il y a encore eu cette vie secrète, pour le coup, dévoilée. Alors, c'est très intéressant quand on fait en astrologie ou même en étoile, la comparaison du couple. Parce que là, ils ont aggravé leur charge transgénérationnelle et le bébé, d'ailleurs, est mort. Enfin, ça, c'est des histoires transgénérationnelles et karmiques qui feront l'objet d'une autre fois. Alors, peut-être avant les questions, Catherine, personnellement, moi, j'ai trouvé tout à fait passionnant le lien avec le transgénérationnel. Ça, c'est vraiment très chouette. Et tu as vraiment eu une façon de voir le tarot avec des mots-clés. Hein, c'était pour faire vite. Oui, mais l'art de simplifier quelque chose qui n'est pas simple. Et la simplification que tu as donnée était intéressante sans être réductive. Et ça, c'est vraiment très bien. Et moi, j'ai vraiment apprécié la clarté et la fluidité de l'intervention, dont la thématique était quand même hyper bien illustrée, avec un foisonnement créatif, artistique, bien agréable. Et j'espère qu'il y aura des questions. Alors, comme on a… et vous retrouverez dans les 3 livres, l'étoile évolutive, tout ce dont il a été question. Et tu vois, par exemple, j'ai trouvé génial ton interprétation créative de Roue de Fortune. Tu vois, il y a vraiment des choses passionnantes. Alors, dans le chat… C'est-à-dire, Peut-être, Marc, on pourrait désactiver le micro ponctuellement pour permettre des questions. Non, mais chacun peut réactiver son micro à volonté Oui, c'est ça, pour bien pouvoir sûr. poser une question. Maintenant, peut-être que pour éviter une cacophonie de questions, il serait peut-être préférable de poser la question Passer par le chat. sur le chat. Hein, et toi, Catherine, tu transmets. Alors. Et donc, déjà, est-ce que Nathalie est revenue? Oui, je Oui, suis première là. chose. Ah, t'es Alors, revenue. Nathalie, est-ce Bon. que tu peux reprendre ta partie, ton intervention? T'es là? Alors, oui, je suis là. Je suis désolée. Bien malgré moi, j'ai joué à l'étoile filante. C'était absolument pas prévu. Donc, si jamais ça se reproduit, maintenant, j'ai trouvé la combine pour revenir très, très rapidement. Donc, voilà, puisque ça me marque connexion instable. Oui. Alors, est-ce que vous voulez que je reprenne la présentation de l'étoile évolutive? Mais oui, parce que tu vois, la première question qui arrive, c'est comment vous établissez le lien entre le thème et les lames de tarot? Ben ça, c'est moi. C'est nous. On Oui, regarde les bien deux. sûr que c'est vous. On regarde les deux. Et on trouve des points communs. C'est comme si tu faisais morphologie et astrologie, on va forcément trouver des réponses communes, même si ce n'est pas le même outil. Oui, ok. C'est comme ça. Avec les mots-clés des tarots, les mots-clés de l'astrologie, on trouve des choses. Et puis, on aime beaucoup traiter les écrivains parce qu'ils parlent leur thème, ils parlent leur étoile. Ils le disent. C'est elle qui parle des roues avec ce socle. Elle le dit. Il n'y a pas besoin de chercher. Elle le dit elle-même. Oui. Alors, avant de passer aux questions, Nathalie, tu veux continuer l'intervention? Alors, moi, ce que j'aurais besoin de savoir, Catherine Poncet, c'est si tu as… eh bien, en fait, si tu as présenté le fonctionnement de l'étoile évolutive. Oui, rapidement, oui. Alors, est-ce que ça vaut la peine que j'y revienne? Moi, je pense qu'il vaut mieux garder ça pour la fin. Tu vas faire Dali, oui, à mon avis. Comme ça va déjà éclairer avec un autre cas. Et puis, à la fin, il y aura on verra ce qui ne va pas.
Eh bien, Je c'est pense. parti. On fait comme ça. Mm. Alors, moi, je vais vous présenter donc l'étoile évolutive de Dali, bien sûr, en parallèle avec son thème astrologique. Donc, je pense que ce n'est pas la peine de présenter Salvatore Dali, hein, qui est né le 11 mai 1904. Donc, ce peintre, sculpteur, graveur, scénariste, écrivain espagnol et plus précisément catalan. Donc, quand on regarde son thème astrologique, on voit qu'il est taureau, ascendant cancer. Donc, le maître d'ascendant, la lune, est conjoint au nœud sud et au milieu du ciel, qui va bien évidemment lui donner une dominante lunaire. Cette lune est au double carré d'Uranus et de Neptune. Donc, carré à Neptune, bien sûr, ça va lui conférer ce refus du réel, de la confusion mentale, de la difficulté à organiser ses fantasmes et une créativité sans limite où il donne toujours l'impression de rejoindre la folie. Mais en fait, c'est vraiment une impression, puisque d'ailleurs Dali dira lui-même, ce qui fait la différence entre moi et un fou, c'est que moi, je ne suis pas fou. Donc maintenant, si on regarde son carré Lune-Uranus, ça va lui apporter son comportement provocateur. D'ailleurs, tout le monde se rappelle des provocations de Dali qui outrepassent complètement les limites dans le but, bien évidemment, de se définir. Donc, ce thème astrologique, il va présenter cette dominante lunaire qu'on va retrouver aussi dans l'étoile, puisque bien sûr, ceux qui connaissent le tarot savent que dans le tarot, l'arcane 18 est… On ne t'entend plus. Bon. Nathalie? Oh. C'est bien Bon, je dommage, continue. flûte. Alors, je continue et parce que j'ai son texte pour ne pas vous faire attendre et elle Bien reprendra. sûr, Catherine, oui, oui, oui. Je lis son texte, je l'ai. On a déjà Alors, révisé. ça y est, c'est bon. Ah, ça y est. C'est tout bon. Bon, vas-y, c'est bon. Vas-y. Alors, la lune. Alors, est-ce que vous m'entendez là? Oui, oui, oui. Oui. Alors, Oui, oui. la lune, donc, qui est au poste 13. Donc, si vous voyez son étoile évolutive, vous voyez que la lune est au poste 13. Cet arcane de la lune, avec cette… Nathalie. Je ne sais pas comment faire pour le téléphone. Bah, écoute, vas-y, Catherine, reprends la main. Parce alors, que ça elle va a être… sa lune au poste 13 qui définit l'essentiel de son identité et de ses aspirations. Elle nous dit sa lune, je plonge dans mon inconscient pour développer ma créativité. Sa lune est encadrée de 2 roues de fortune que voici. Arcane du novateur, de l'originalité qui va apporter à Dali toutes ses excentricités. Il est, on l'a dit, je vous remets son thème, natif du taureau. Il a le soleil et Mars dans ce signe. Pour lui, la nourriture est très importante. Il entretient un rapport au monde qui est une dévoration. L'ingestion, le taureau ingère, le cancer digère. Dali a le fantasme de manger toutes les choses, sa femme Gala, Hitler et les maisons de Cadaqués. Il apporte une grande importance à la forme de sa nourriture. La forme, c'est un vocabulaire taureau. Le poste 5, c'est-à-dire sa trajectoire de vie, qui est calculée avec le jour, le mois et l'année de sa naissance réduite, nous donne une impératrice. L'impératrice, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est celle qui exprime et qui donne la forme, qui met en forme. C'est à ce moment du tarot que les choses prennent de la substance. Et il nous dit « Je n'aime manger que ce qui a une forme claire et compréhensible pour l'intelligence. » Dali a été un très grand admirateur d'un autre taureau, c'est Sigmund Freud. Et celui-ci est ce que lui a permis d'allier les pulsions qu'il ressent à sa peinture. Alors, dans son thème, le semi-carré Vénus-Pluton annonce le côté morbide de l'objet de l'amour. Lorsqu'il rencontre Gala, qu'il a piqué d'ailleurs à Paul Éluard, elle lui dit « Je veux que vous me fassiez crever ». Par cette réponse, elle témoigne qu'elle a découvert son secret, son désir meurtrier envers l'objet d'amour.
lui offrant en cadeau un crime si longtemps caressé, elle l'en délivre. Elle a fait sauter, dit-il, les barrières de mes fantasmes enfantins en se mettant à nu devant moi avec ses propres obsessions. Elle m'a guéri de ma rage d'autodestruction en s'offrant elle-même en holocauste sur l'autel de ma rage de vivre. Dans l'étoile, nous avons l'arcane sans nom, symbole de destruction, qui surplombe, le voici, qui surplombe la force. Arcane de l'autre, c'est la fusion avec l'autre. Donc, chez Dali, cette rage de vivre côtoie l'instinct morbide, qui est l'une des conséquences de son état d'enfant de remplacement. On sait que 9 mois et 10 jours avant sa naissance, sa mère a perdu un frère qui avait le même prénom que lui. Il est son double fantomatique, avec ce qui a créé chez Dali une schizoïdie. Alors, dans le tome 3, puisqu'on a écrit 3 livres de l'étoile évolutive, nous abordons l'enfant de remplacement avec un bon morceau pour Dali, en mentionnant les configurations nécessaires, enfin presque toutes, qu'on va trouver dans l'arcane, dans l'étoile évolutive. On va trouver des configurations qui nous donnent des pistes. On va trouver l'ermite et l'arcane sans nom. C'est vraiment le champ magnétique, c'est-à-dire que ça fait 22 de l'identité retrouvée. On les trouve chez Dali. On va aussi trouver souvent le soleil, c'est le mythe de Castor et Pollux. Dali a dit, en me faisant remarquer par mes excentricités, j'ai réussi le mythe sublime de Castor et Pollux, un frère mort et l'autre immortel. C'est bien de cela qu'il s'agit. Lorsqu'on est enfant de remplacement, on se fait remarquer pour ne pas être comparé à l'autre, d'où ses excentricités. En effet, il a 3 fortunes dans son étoile, son excentricité, le côté rebelle dont je vous ai parlé tout à l'heure, novateur, et la force. N'oubliez pas que c'est le numéro 11 du tarot, elle cherche son double. Alors, on va regarder le thème de Dali d'un point de vue transgénérationnel, il est très intéressant. De père en fils, on a transmis le prénom de Salvador. Mais que vient-on sauver? Alors, en poste 10 et 11, on voit les arcanes de l'étoile. L'étoile, c'est l'arcane de la guérison. On voit et de la confiance. On voit l'arcane du pape, le père qui bénit, qui vous guide avec le cœur et qui nous parle des choses à sauver. Saturne, en maison 8, conjoint à la lune noire, c'est le père qui transmet de la généalogie, transmetteur de généalogie et des deuils non faits, et on aura du mal à se structurer tant que ces deuils non faits n'auront pas été digérés. La première chose qu'on voit dans l'étoile de Salvador, c'est l'encadrement, ça s'appelle la colonne de lumière, dans la colonne de lumière, des postes 3 et 17. Les postes 3, alors là en 17, on a le pendu, et en bas, nous avons la roue de fortune, c'est-à-dire l'addition 22 nous montre que ce sont des arcanes de libération des cycles transgénérationnels. D'ailleurs, son père était notaire, c'est bien un métier où on s'occupe de transmission. En 1886, son grand-père paternel, Gallo Joseph, Gallo, sa femme s'appellera Gala. Salvador s'est suicidé en sautant par la fenêtre. Il souffrait de dépression et de maladie de la persécution, mais le suicide a été caché. On trouve une papesse avec dans ses voiles tout enfoulardé, elle cache son secret. On a caché la cause de sa mort et on a dit qu'il avait eu un traumatisme cérébral. C'est peut-être vrai, mais parce qu'il avait passé par la fenêtre. Alors, la tyrolienne entre le poste 17 nous donne donc cette papesse, les choses cachées. Et il y en a des choses cachées chez eux, puisque le père de Dali est né hors mariage. À l'époque, ce n'est pas quelque chose dont on se vante. Dans son étoile, le grand-père, qui est au poste 2, celui qu'on va devoir finir par montrer, faire mûrir, c'est un ermite, c'est le grand-père du tarot, celui qui cherche sa lumière dans le passé, c'est le grand-père. C'est un poste karmique, le poste 2, celui en bas à gauche, le trésor caché à révéler. Et d'ailleurs, dans son ancrage karmique, alors l'ancrage karmique,
c'est l'addition du poste 3, ce pourquoi on est venu, et la filiation paternelle. Eh bien, cet ancrage karmique, roue de fortune plus étoile, ça nous donne encore un ermite. Alors, ensuite, j'espère que je ne vais pas trop vite. En poste 5, ici, nous avons une impératrice encore. L'impératrice, c'est celle qui exprime et qui met en forme. En poste 1, le talent de Dali, c'est une maison Dieu. Il va vouloir faire sauter le bouchon de l'art, sauter le bouchon des convenances, tout faire péter, on pourrait dire. Et au poste 6, ce qu'il a en trop, c'est le soleil rayonnant, la générosité qui va donner sa chaleur, et aussi toujours cette problématique de frères perdus. Il va mettre en lumière, alors avec le soleil, en exprimant avec l'impératrice, ce qui était resté enfermé dans la maison Dieu, qui est un arcane de libération de la parole. C'est Dali qui a fait les recherches pour la famille, pour que tous les secrets soient dévoilés. C'est aussi d'ailleurs ce qu'on voit dans sa peinture, qui est extrêmement tourmentée. On voit qu'il vient exprimer ce qui lui ronge l'âme. Ses phobies, donc voilà, c'est des peintures vraiment qui font peur. Ces phobies sont de l'ordre de la lune noire, ici, attirance rejet. Il ne souffre pas de ces phobies, il s'en réjouit. Les insectes, la nudité du corps féminin, devenir père, les crustacés, l'érotisme. On voit dans son thème astral qu'on retrouve aussi Soleil, Mercure, Mars, carré à la lune noire, elle-même conjointe à Saturne. Dans son étoile, le diable est ici, dans les choses qu'il faut conscientiser pour les faire vivre. Voici le diable. Le diable, c'est le pouvoir, l'argent et le magnétisme, entre autres, dans le tarot. Et donc, il nous parle avec son diable de ses folies, de ses problématiques sexuelles, telles que nous l'indique sa lune noire en maison 8. En astrologie, Mars carré Saturne. Alors, il a également, pour ceux qui pratiquent ça, la porte invisible et Chiron en maison 7. Le lien à l'autre est très ambigu, très difficile. C'est une blessure profonde qui s'est constituée dès l'enfance. On retrouve dans son étoile, avec l'arcane sans nom au-dessus de la force, toute la difficulté du lien à l'autre. Parce qu'on est allé très vite, mais les arcanes ont leur place est importante et leur lien entre elles est important aussi. Parfois, il y a des encadrements très révélateurs. On sait également, pour terminer, qu'il a eu la passion des œufs. La passion des œufs, il a écrit sur les œufs. Ce sont des œufs prénataux, intra-utérins. Ils symbolisent la naissance, une nouvelle vie et l'espoir. Et Dali les aimait beaucoup. Ils apparaissent entiers, ouverts ou cuits. La maison de Dali à Barcelone possède des sculptures d'œufs situées dans des niches et on voit des œufs géants dans sa maison, au sommet du bâtiment. Nathalie, tu es revenue? Oui, je suis là, je suis vraiment désolée. Bon, tu aurais pu m'interrompre. Non, mais tu le faisais tellement bien. Bon, enfin, tu veux sûrement rajouter des précisions. J'ai lu mon texte que je connaissais bien, heureusement. Mais alors, si vous avez des questions, c'est Nathalie qui pourra répondre. Il y a des questions qui apparaissent sur le chat, là, qui tournent tous autour de la même interrogation, c'est-à-dire pourrait-on revenir sur le lien de correspondance astro-tarot, c'est-à-dire sur la conception de la méthode. À quoi correspondent les postes? Quelle est la place des arcanes et le lien entre eux? Donc, je vous montre l'exemple de Dali. Vas-y, Nathalie. Alors, effectivement, Donc, je vais peut-être revenir effectivement sur la présentation de l'étoile évolutive. Catherine, si c'est ce que tu avais déjà présenté, n'hésite pas à me couper. Non, vas-y, ça fait rien. Donc, vous voyez à l'écran une étoile évolutive qui, en fait, va être constituée par 17 postes. Un poste, c'est un emplacement.
Donc, cet emplacement, eh bien, en fait, il va être calculé sur une base numérologique. Ça, j'ai montré. Donc, attends, je vais remonter là-haut. Avec le système du tableau correspondance lettres et chiffres, pour ceux qui connaissent un petit peu la numérologie, et puis par rapport à la date de naissance, ça va être un jeu en fait d'addition ou de soustraction selon les postes. Donc, je vous donne, comment dire, un exemple. Par exemple, le poste 1, on va prendre le premier poste, comme ça, du coup, vous pourrez le calculer aussi pour vous. Donc, le poste 1, il est calculé avec l'addition du jour de naissance plus votre mois de naissance. Par contre, comme nous sommes en langage tarot, si par exemple, comme c'est le cas de Saint-Exupéry qui est né un 29, eh bien, on ne va pas garder le 29, on va le réduire à un chiffre égal ou inférieur à 22. C'est-à-dire que en langage tarot, Saint-Ex qui est né un 29, ben pour nous, ça deviendra un 11, puisque 29, 2 plus 9 égale 11. Donc, si on prend l'exemple de Salvatore Dali, donc il est né le 11 mai, donc on prend 11 plus son mois de naissance qui est le mois de mai, donc le mois de mai, le 5e mois de l'année, on fait 11 plus 5 égale 16. Et là, vous voyez dans son poste 1, en bas à gauche, eh bien 16, la maison Dieu. Voilà, la maison Dieu. Ça, donc, et ça tous les postes vont être en fait calculés. Oui. Je vous la montre encore Catherine. Ici. Voilà la maison Dieu. Avec, donc, là, alors on sait que ce poste 1, ce sont ses talents. Donc, c'est quelque chose qui va pouvoir vivre de façon aisée et avec succès, puisque ça correspond à ses talents. Toute l'énergie de la maison Dieu, tout ce que veut dire la maison Dieu, ça lui, on va dire qu'il pourra le vivre de façon favorable. Oui, je cherche une vraie maison Dieu. Ah, voilà une. Par exemple. L'étoile est extrêmement intéressante au niveau karmique, puisque par exemple, notre poste 1 qui est notre talent, eh bien, en fait, un talent, c'est quelque chose d'inné. Et inné, ça veut dire inné, c'est-à-dire qu'on est né avec. Ce qui laisse entendre que lors de la précédente incarnation, c'est une énergie qu'on a bien utilisée. Elle nous revient dans cette incarnation-là, justement, en termes de talent. Ce qui est la différence avec le poste 2, qui lui est notre trésor caché qui est à révéler. Et en fait, l'arcane pour tout le monde qu'on va avoir dans notre poste 2, être une difficulté au départ qui laisse sous-entendre que cette énergie était un talent dans notre précédente incarnation, mais que nous avons soit pas du tout utilisé, soit alors mal utilisé. Donc aujourd'hui, dans cette incarnation-là, il nous est demandé de travailler sur cet arcane pour justement bien, pouvoir en révéler son trésor. C'est pour ça qu'on l'appelle le trésor caché. Lui, il a un ermite. Et en fait, exactement, puisque c'est la problématique. Et dans le thème de Dali, c'était extrêmement parlant, puisque bien sûr, Catherine vous l'a expliqué, le thème de Dali est particulièrement transgénérationnel, avec une roue de fortune en bas de l'étoile et un pendu en haut. On a les deux arcanes du transgénérationnel. Et dans son poste 2, il a l'ermite. On sait de par son histoire que ce grand-père qui s'est suicidé, eh bien, effectivement, marquait déjà un saut au niveau du transgénérationnel. Et donc, la difficulté, par exemple, comme chez Traviatrice, Anne Moreau-Lindbergh, elle a 2 fois, non c'est pas elle, elle a 2 fois la roue de fortune. Donc il va falloir jouer de façon subtile, ça lui est un talent, une chose aisée, une chose facile, une chose qu'elle a su maîtriser, et en même temps, d'un autre point de vue, elle a encore cette roue de fortune, la bousculade à gérer, si on veut, dans sa vie, où, je vous ai dit, bloquée, la roue ne tourne pas, elle a bloqué cette timidité. C'est difficile quand c'est le même arcane en 1 et 2, là, pour interpréter. Et donc, on va dans les nuances et puis les événements de la vie, les domaines différents.
Alors, je vois apparaître une question de Martine qui nous dit, pour reprendre l'exemple, on fait donc un autre calcul pour le poste 2. Oui, effectivement, le poste 2, son calcul, c'est notre année de naissance. Donc, on va réduire toujours à un chiffre inférieur ou égal à 22, auquel on va soustraire notre mois de naissance. Puisque vous remarquerez dans l'étoile que en fait, tous les postes qui vont correspondre à une problématique karmique à travailler, eh bien, vont se faire par soustraction, puisque la soustraction indique un chemin et un travail à faire. Une difficulté. Exactement. Donc, Puisque si on prend 1904, donc pour Dali qui est un ermite en poste 2, donc 1904, ça nous fait 1 plus 9, ça fait 10, plus 4, ça nous fait 14, auquel on va soustraire 5, c'est-à-dire son mois de naissance. Donc 14 moins 5 égale effectivement 9, qui est notre ermite. Comme ça permet à chacun justement de pouvoir calculer son trésor caché. Bon, y a-t-il d'autres questions? ça, c'est technique. C'est technique, mais je pense que ça a permis de rendre les choses bien claires. Oui, voir comment c'est arrivé là. Voilà, comment c'est arrivé là, c'est pas tombé comme ça du ciel, quoi. En même temps, un petit peu. Non. Oui, si, si. Il y a des correspondances tout à fait troublantes. Bon, bah écoute, Oui. un grand, grand merci. Tu vois, Alors, le on chat vous se montre sent- ça. Voilà. Vas-y, Nathalie. C'est notre dernière image. Alors, du coup, on vous présente effectivement. Trois Voilà, belles on vous étoiles. présente nos 3 livres qui ont été écrits sur l'étoile évolutive. Oui, tout à fait, de couleurs différentes. Donc, le premier qui est le livre bleu, eh bien, celui-là, il va nous parler de la méthode et il est particulièrement axé aussi avec les fleurs de Bach. Je ne sais pas si Catherine t'en a parlé dans la présentation, puisque l'étoile, c'est aussi un outil de guérison de par la colonne de lumière qui est reliée au chakra, et qui propose aussi des protocoles de soins avec les fleurs de Bach. Donc ça, c'est notre premier volume qui est le volume bleu. Ensuite, on a le volume rouge qui en fait est un petit peu comme un livre de recettes qui va donner l'interprétation de chacun des 22 arcanes dans les 17 postes et bien évidemment suivi d'analyse de plusieurs étoiles évolutives en lien avec leur thème astrologique. Et puis le troisième tome qui est jaune, or, caramel, eh bien celui-là, il va nous parler, il va présenter toutes les applications de l'étoile évolutive, comme vous l'a sans doute exprimé Catherine, c'est-à-dire les fusions d'étoiles, les révolutions stellaires qui correspondraient pour nous astrologues aux révolutions solaires, et différentes thématiques, telles le voyage du héros de Joseph Campbell, qu'on peut voir aussi dans l'étoile, de suivre en fait son chemin héroïque de par notre étoile évolutive est quelque chose d'absolument passionnant et bien sûr tout un tas d'autres applications de l'étoile. Et donc nous proposons nous proposons en fait deux moments pour, si vous souhaitez connaître votre étoile évolutive avec son interprétation, soit le samedi 7 novembre de 10h à midi, ou alors le lundi 9 novembre de 19h à 21h, pour justement pouvoir être en lien avec votre étoile. Alors volontairement, pour ces deux moments, on ne prendra qu'un nombre restreint de personnes, ça n'excédera pas 8 personnes pour qu'on puisse leur offrir une qualité de présence intéressante. Et quand les personnes s'inscrivent, elles vont recevoir bien sûr leur étoile évolutive. Elles vont recevoir aussi les fiches tarot parce que si les personnes n'ont pas forcément une connaissance des 22 arcanes, eh bien ça peut être un petit peu embêtant. Et puis la fiche pratique aussi des 17 postes pour qu'elles puissent en prendre connaissance. Bon, ben, je crois que tout est dit sur la méthode et merci encore pour cette conférence tout à fait créative et foisonnante et pétillante. Merci à vous. À l'image de ce duo infernal, ce duo formidable qui règne à Lyon de façon et qui dynamise toute l'association lyonnaise, je dois le dire.
Voilà, ben, un grand merci. Ben, c'est nous. Merci.